Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live Twitch, ce nouveau Petit Déj Freelance, co-animé par Portalia et Little Big Connection. Je suis Pierre Labroussa de Portalia et je vais vous accompagner pendant 45 minutes avec, comme d'habitude, un interlocuteur de l'écosystème freelance qui s'invite sur notre plateau. Alors avant de commencer, de présenter Marie et notre thématique du jour, effectivement nous sommes deux habituellement sur ce Petit Déj Freelance. Je suis accompagné généralement de Lucie de chez Little Big Connection qui ne peut malheureusement pas m'accompagner ce matin. Grosse pensée à Lucie évidemment qui nous a fortement aidé dans la construction de ce live d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, l'IA au service de la stratégie business freelance, et pour en parler aujourd'hui, on a invité rien d'autre qu'une experte sur le sujet, Marie Robin. Salut Marie. Salut Pierre. Alors je crois qu'on ne t'entend pas, parce que tu es peut-être en mute. Dis-moi. Moi, je ne me suis pas mute, mais... Alors c'est moi qui ne t'entends pas, c'est de mon côté. Bouge pas. C'est tout bon. Nos petits aléas. Classique. Marie, du coup, qui va nous parler effectivement de ce qu'elle fait aujourd'hui dans son collectif de freelance et de comment elle accompagne aujourd'hui les freelance tech dans leur positionnement marketing, mais aussi l'inverse. En tout cas, c'est comme ça que tu le défends effectivement sur LinkedIn. Alors, un petit rappel avant de démarrer. Qu'est-ce que c'est que le Petit Déj Freelance? C'est un moment d'échange avec un acteur de l'écosystème freelance qui justement nous prodigue ses conseils dans une thématique qui lui est chère et qui va nous partager aussi son expertise, ses succès, ses échecs potentiellement, avant qu'on puisse aborder ce sujet. Bien évidemment, comme on est en live sur Twitch, vous pouvez poser toutes vos questions. J'ai mon live qui est allumé juste ici. Marie, je vais te demander peut-être de te présenter un petit peu et de nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là, à la fois voilà, ce que tu as fait, ce que tu fais, comment tu t'es lancé en freelance. Voilà, je te laisse la main. Merci Pierre. Alors du coup, je suis Marie Robin, fondatrice du collectif Fleet, qui réunit les meilleurs freelances des sujets blockchain et IA. On a plus de 1000 freelances dans notre réseau et 90 spécialités représentées. Le collectif, je l'ai lancé en avril 2022. On va bientôt fêter les 2 ans. Et puis, donc aujourd'hui, je me décris comme agent et mentor business de freelance tech. Voilà, et à la base, j'étais freelance comme vous, je me suis lancée en 2016. Occasionnellement, je fais toujours un peu de conseils, puisque moi je viens du marketing, mais c'est vrai que l'essentiel de mes activités aujourd'hui, c'est le placement de talents seul ou en groupe sur des missions sympas, blockchain IA, et depuis cette année, l'animation d'un bootcamp qui vise à aider les freelance tech à mieux se vendre. Le endgame, c'est de pouvoir augmenter son TGM sans vergogne, de se sentir légitime pour le faire, de se positionner sur les bons sujets pour que ce soit logique et pour être différencié par rapport à une concurrence de plus en plus importante. Et donc, on vous accompagne à travers toutes les étapes nécessaires pour parvenir à ce type de résultat. Ok. Et qu'est-ce qui, justement, avant d'en arriver là, t'a poussé déjà dans un premier temps à devenir freelance et devenir à ton compte, et Oui. ensuite à monter cette activité? C'est quoi le besoin finalement que tu as identifié? Alors, moi, à la base, j'étais salariée en tant que responsable social media d'une cellule dans une agence de com. Donc, voilà, le social media, ça se fait de n'importe où. Et c'est vrai que j'avais un manager, des managers et un directeur d'agence qui n'étaient pas très portés sur le télétravail, et les nouvelles façons de travailler. Donc, malgré mes sollicitations pour pouvoir télétravailler, ça n'a pas fonctionné. Donc, je lui ai dit, bah, je m'en vais. Je m'en vais, je me lance à mon compte. Parce que je voulais travailler d'où je voulais, quand je voulais. Je voulais plus perdre 2 heures par jour dans les transports. Je voulais plus faire semblant de travailler pour partir à 19 heures si j'avais pas de boulot avant en quantité suffisante. Et puis, je voulais choisir mes clients. J'avais envie de pouvoir dire, bah, s'il y a un client avec qui ça se passe mal, dire, bah, on arrête. Et de pouvoir aller chercher les clients avec qui moi j'avais envie de travailler. Et donc j'y suis parvenue assez bien, hein, je veux dire, moi j'avais la chance d'avoir un très bon réseau. Donc c'est un sujet quand on se lance en freelance. J'organisais beaucoup d'événements, de rencontres entre les gens de la com, les entrepreneurs du web. Donc tout de suite, ça m'a permis d'être identifiée quand je me suis lancée en freelance. J'ai toujours beaucoup communiqué sur LinkedIn pour tenir à jour mon réseau. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu es freelance, il y a un côté un peu solitaire
Moi, j'adore, être dans ma zone, ne pas être dans un open space, travailler dans le silence. Mais le petit cowork de temps en temps, c'est quand même sympa, hein. Rencontrer des gens, qui font des choses différentes, qui voient pas forcément les choses exactement comme moi, ça me stimule, ça me challenge, m'amène à voir les choses différemment et donc en échangeant avec mes pairs, notamment une copine qui faisait la même chose que moi et qui allait devenir maman, on s'est rendu compte que, bah, on pouvait se soutenir et prendre le relais si une partait en vacances, et on s'est dit: «Tiens, le format collectif, ça pourrait bien nous convenir». On n'a pas envie de monter une agence, on n'a pas envie de manager des gens, de gérer, tout ce qui va avec. On a envie de bosser avec des gens freelance comme nous, de faire des petites équipes avec des gens avec qui on a envie de bosser et donc j'ai monté mon premier collectif en 2018 qui s'appelle Loukoum, qui existe toujours et qui est spécialisé dans le fait de réunir les talents, du social media. Les entreprises ont beaucoup apprécié le côté one stop shop, c'est-à-dire, j'ai un besoin social media, je sais que je vais vers Loukoum, ils vont m'aider. Hem et donc à la différence des Malte, ou collectif.work qui ont une approche très plateforme, le collectif est un format très humain, dans lequel je me suis beaucoup retrouvée avec le côté, communauté, le petit Slack qui est notre open space, virtuel, pour ceux qui sont pas forcément à Paris, pour, ventiler, pour poser des questions administratives, comment gérer tel client et cetera. Vraiment, j'ai été, emballée par ce format, qui venait cocher toutes les bonnes cases pour nous freelance et aussi pour les freelances qui, contrairement à moi, avaient plus de difficultés à se mettre en avant. Parce qu'en me lançant en freelance, je me suis rendu compte que, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas forcément le bon réseau et qui savent pas forcément parler de ce qu'ils font, qui n'osent pas se mettre en avant ou savent pas mettre les bons mots dessus. Et donc le collectif venait résoudre ce problème-là avec une vitrine, dont nous, les profils un peu plus à l'aise sur la partie business marketing, on faisait la promotion et du coup tous les membres du collectif en bénéficiaient. Donc c'était via Loukoum et via ce premier collectif que je suis tombée, dans ce modèle et j'en suis pas revenue. Puisqu'en 2021, quand j'ai commencé à me frotter aux cryptos, aux NFT et à découvrir, une nouvelle façon de faire du marketing. J'ai fait un premier pivot, professionnel pour m'éloigner un peu des sujets purs social media et monter un peu sur des sujets d'innovation et avec ce pivot, bah, je me suis retrouvée avec un réseau, une absence de réseau dans ce nouveau domaine, et donc j'ai été le chasser mon réseau, j'ai été le chasser sur des Discord, sur LinkedIn, sur des événements et en 2 ans, Fleet, le collectif est identifié par tous les acteurs de l'écosystème Web3. Je leur posais la question, au moins ils en ont besoin de parler, parce qu'il y a eu ce travail de fait, déjà sur un positionnement lisible et ensuite sur le développement du réseau avec les bons acteurs, avec les bons messages, avec les bonnes offres et ça, en fait, c'est essentiel pour réussir, dans ce paysage concurrentiel. Donc c'est une démarche que je vous conseille de suivre à la fois si vous avez un collectif ou si vous êtes freelance, en solo. Désolée pour, l'énorme j'arrive pas à m'arrêter quand je pense mais c'est vrai qu'il y a une erreur, que je vois beaucoup des freelances qui se lancent, c'est de se lancer juste en faisant un copier-coller de, ce qu'ils faisaient en salariat. En salariat, j'occupais tel poste, j'étais légitime sur tel sujet et donc je me lance en freelance avec le même intitulé de poste, les mêmes mots-clés et je veux pas en faire plus. Sauf que le problème, c'est que, disons 96 des freelances font exactement comme vous et n'ont pas, cette approche business qui n'est pas innée, hein, je veux dire, il y a des personnes pour qui ça vient plus facilement que d'autres et donc il y a des profils notamment, non marketing, non business, pour qui c'est encore plus compliqué d'avoir ce déclic, d'avoir le déclic, d'aller dans la bonne direction seul, et donc c'est beaucoup de test and learn et voilà, les personnes qui ne font pas ce travail-là, parfois, vont se dire: «Bon, bah, tant pis, j'ai essayé, puis mon droit au chômage s'arrête, donc je reprends un CDI» et ça me plaît pas. Ça me plaît pas de voir des gens qui devraient pouvoir travailler et se vendre cher parce qu'ils ont tous les talents pour, forcés de retourner dans un format qui ne leur convient pas toujours. Le salariat convient très bien à certaines personnes, mais beaucoup moins à d'autres. Et en fait, avec les outils qu'on a aujourd'hui, normalement, avec un peu de motivation et de travail, on peut tous y parvenir, même si c'est pas inné, même si on est introverti, on peut parvenir à se positionner et à se différencier avec, les bonnes techniques. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que sur
l'ensemble de nos lives, justement, on met beaucoup en avant les différents éléments qui te permettent de te lancer en freelance. On a parlé du positionnement, on a parlé de LinkedIn, on a parlé du TJM, on a parlé de l'expression aussi. Et il y avait justement un levier qu'on n'avait pas encore identifié, et c'est pour ça qu'on va en parler avec toi aujourd'hui. C'est l'aspect intelligence artificielle, qui aujourd'hui, en tout cas, toi, tu le vois dans ton activité, est un vrai plus pour les freelances, et un vrai plus pour se positionner, même se démarquer. Finalement, toi, dans un premier temps, quand tu as vu cette opportunité-là autour du Web3, autour de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en as pensé? Et finalement, pour toi, quel est l'intérêt aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour les freelance tech? L'intelligence artificielle, je l'ai instantanément adoptée. Je crois que j'ai pris un abonnement de ChatGPT direct, parce que j'ai tout de suite vu le potentiel, le gain de temps, dès lors que tu es au clair sur les tâches que tu peux automatiser, que tu peux partager avec l'IA, que tu peux déléguer, tu t'aménages des heures en plus. Et quand tu es freelance et que tu travailles dans des quantités raisonnables, on ne dépasse pas normalement 8 heures par jour, 5 jours par semaine, sauf si on est un peu trop à fond dans ce qu'on fait. Et je ne vous jette pas la pierre, mais c'est juste que c'est quand même bien de garder un peu de temps pour faire autre chose. Et quand on est freelance, en fait, on peut très vite perdre énormément de temps dans des réunions chronophages, avec des clients qui nous imposent des façons de travailler, des organisations qui ne sont pas forcément optimales, mais bon, on s'aligne parce qu'on n'a pas le choix. On travaille avec leurs outils, donc il faut le temps de prendre en main des nouveaux outils. Parfois, quand on nous fait une demande sur laquelle on ne sait pas exactement par quel bout la prendre, on va passer du temps à faire des recherches. Ou pour faire une recommandation aussi, il y a beaucoup de temps de recherche. Combien de temps on passe sur de l'administratif, sur des sites à la con qui plantent tous les 4 matins ou qui chargent très lentement. Donc voilà, tout ça, ça s'additionne et le temps perdu par semaine est phénoménal, que pour les freelances d'ailleurs, mais l'IA vient apporter une solution à ça. Pour tout ce qui a peu de valeur ajoutée pour vous, à la fois niveau stimulation intellectuelle, niveau valeur ajoutée, l'IA va être une super béquille. J'ai pas envie de faire ça, je suis pas le meilleur là-dedans. Si l'IA peut le faire, je vous conseille fortement de faire vos tests et de trouver le fonctionnement qui vous correspond. Mais il y a des tests qui prouvent que les gens qui utilisent l'IA au travail sont plus heureux, plus épanouis, parce que justement, ils ont moins de temps à consacrer à des choses peu valorisantes et ils peuvent davantage avoir de l'impact et du plaisir dans les tâches auxquelles ils consacrent toute leur attention. Et autre sujet sur lequel l'IA est génial pour moi, c'est dans les réunions. Je ne sais pas si vous utilisez Fireflies ou dans Teams, Copilot intégré à Teams, mais le fait d'avoir un enregistrement, un transcript, un résumé de tout ce qui s'est dit, le fait de pouvoir faire un replay, c'est un argument hyper favorable pour l'asynchrone. Si vous êtes par exemple sur une autre time zone, si vous faites du remote, tout ça, c'est vraiment hyper stratégique que de maîtriser ces outils-là pour s'offrir des heures en plus, en fait. Et ces heures en plus, après, vous pouvez les utiliser pour travailler, par exemple, sur vos stratégies business. Et ça, c'est ce qu'on aime bien. Des fois, on a la tête dans le guidon. Quand on dépend du fait d'avoir beaucoup de missions pour gagner plus d'argent et qu'on ne sait pas quand est-ce que les prochaines vont arriver, on dit oui à tout. Du coup, on se retrouve parfois à faire trop de choses dans trop de directions différentes qui nous plaisent plus ou moins et à des TJM plus ou moins satisfaisants. Si on arrive à s'aménager un petit peu plus de temps pour se poser et dire waouh, là, il est peut-être temps que je fasse les choses différemment, c'est précieux. Voilà. Ok. Et tu résumais d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant, mais tu résumais, toi, l'intelligence artificielle au service du business en 3 piliers qui sont finalement tout d'abord la productivité. Aujourd'hui, tu parlais justement de gain de temps dans tes tâches. Est-ce que tu as des exemples concrets ou plutôt, on va dire, je sais pas, des bonnes méthodes, on va dire des bonnes pratiques pour que justement, en termes de productivité, l'IA apporte davantage? Je dirais que le premier sujet, c'est il faut voir, déjà, il faut partir du prompt. Le concept de prompt dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la requête que vous faites à ChatGPT ou à une autre IA pour obtenir un certain résultat. Et peut-être que vous êtes déjà dit, waouh, en fait, j'ai prompté et le résultat n'était pas génial. Au final, j'ai perdu énormément de temps à lui faire comprendre ce que je voulais et je suis passée à autre chose. Voilà. Donc, il y a des personnes comme ça qui n'ont pas eu les bons résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, prompter une IA, c'est comme briefer un freelance. Si vous avez un brief incomplet,
si vous n'avez pas les bonnes infos, le bon historique. Si tout est dans votre tête et rien dans le prompt, l'IA, elle va faire comme elle peut. Et l'IA, elle travaille avec des milliards de pages dont on la nourrit, donc elle a énormément d'infos. Et si c'est elle qui fait le tri dans les infos, elle va pas forcément aller dans la direction que vous aviez en tête. Donc le contexte est extrêmement important, lui fournir du contexte. Et d'ailleurs, il y a des bonnes pratiques quand vous promptez, c'est déjà de réfléchir, si je donnais ce brief non pas à mon IA mais à un freelance, je choisirais quel freelance si j'avais le budget illimité. Et donc ça, c'est le rôle que vous allez donner à l'IA. Vous allez dire, tu es le responsable marketing de Beyoncé, voilà. Ensuite, le contexte. Et le contexte, c'est peut-être la partie la plus essentielle et qui va conditionner le plus le résultat que vous allez obtenir. Donc le contexte, ça va être qui je suis, mais pas juste Marie Robin, agent et mentor de freelance. Qui je suis, Marie Robin, freelance depuis 2016, avant je faisais ça, après j'ai fait ça, maintenant j'ai fait ça, voilà les anecdotes qui m'ont amené peut-être à ça. N'hésitez pas à raconter votre vie et le faire une fois. Vous le faites une fois, ce contexte-là. Et après, vous aurez juste à le garder dans un coin et à le copier-coller dans vos prompts pour avoir des choses vachement plus sur mesure. Si vous utilisez ChatGPT gratuit, vous le mettez sur un doc Word, sur un Notion. Si vous êtes en payant, vous avez la partie Custom Parameters qui vous permet d'entrer certaines informations dans les instructions de base que ChatGPT va appliquer à tous vos prompts. Si vous avez ChatGPT 4, vous pouvez aussi créer des GPT qui sont des versions customisées de ChatGPT pour un certain cas d'usage. Et donc, vous allez pouvoir avoir, au lieu de prompter des choses extensives, vous pouvez mettre un prompt de base dans votre GPT que vous paramétrez, ensuite vous lui demandez un truc en quelques mots et il vous le sortira exactement comme il faut. Donc je rembobine et je reviens sur mon prompt idéal, je lui donne un rôle, je donne le contexte, qui je suis, qui est mon client cible, quels sont mes objectifs, pourquoi je fais appel à toi aujourd'hui, c'est quoi ta tâche, la tâche que j'attends de toi, quelles sont les contraintes. Tu peux pas t'enflammer à me proposer des choses qui sont pas réalistes dans mon budget, ou tu dois le faire en format concis, tu dois utiliser mon style d'écriture, tu dois me proposer ça en format tableau, bullet point, tu dois coder en Python, tu dois me proposer du code en HTML. Voilà, il y a aussi la partie format que vous pouvez indiquer dans votre prompt. Et donc le contexte, en fait, c'est très stratégique, mais il faut que vous vous posiez des bonnes questions en amont pour l'avoir, le contexte. Et en fait, c'est très introspectif, le fait d'utiliser l'IA et d'avoir des bons résultats sur une stratégie business, par exemple, qui est le cas d'usage que j'ai beaucoup exploré pour les freelances. Ça présuppose que vous faites un travail de réflexion sur c'est quoi mes objectifs perso, pourquoi je me suis lancée en freelance, qu'est-ce que j'espérais en termes de revenus, en termes de liberté, de mobilité, de type de client, et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, est-ce que ça me satisfait, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, tout ça c'est du contexte. Tout ça c'est un historique. Et depuis qu'il y a l'IA, moi je suis devenue une dingo de la documentation. Je crée des documentations sur moi-même en permanence. C'est-à-dire, je documente toutes les idées de posts qui me passent par la tête, les idées de produits, les articles que je lis, que je trouve intéressants, les posts qui m'inspirent, les personnes que je trouve cool. Enfin, j'ai tout documenté parce que je ne sais pas à quel moment j'en vais avoir besoin. Et en plus, quand on est sur pas mal de sujets, c'est un peu sympa d'avoir un deuxième cerveau. Et ce deuxième cerveau, après, si vous le branchez sur une IA, vous gagnez un temps précieux dans vos réflexions et dans votre travail. Donc en fait, l'IA, elle amène juste plein de possibilités. Et dès que vous avez les bonnes pratiques, en fait, vous allez pouvoir gagner du temps. Mais ça présuppose de, un, se poser les bonnes questions, et deux, adopter les bonnes routines. Savoir à quel moment l'IA elle est utile, à quel moment soit la technologie n'est pas assez avancée, soit vous n'avez pas assez la bonne donnée à lui fournir, et donc travailler sur la donnée à lui fournir. Tout ça, c'est un travail que font en ce moment même les entreprises qui ont amorcé une transformation IA, de dire, OK, on sait qu'il y a des gains de productivité phénoménaux, mais les gains de productivité, ils ne s'achètent pas comme ça en un claquement de doigts. C'est pas parce que je prends un abonnement à ChatGPT ou à Copilot que j'ai des gains de productivité instantanés. Il faut que les gens ils fassent rentrer ces outils dans leurs habitudes, dans leur workflow, qu'ils ajustent un peu leur façon de faire là où ça fait sens. Et donc, il faut juste que certaines personnes passent ce temps à expérimenter, à faire des tests, à voir ce qui fonctionne, pour que d'autres puissent en profiter. Ok, c'est hyper clair. Et là d'ailleurs, avant de passer aux autres piliers de l'apport de l'IA,
tu dirais quand même qu'il faut déjà avoir initié sa conversion en freelance, entre guillemets. Il faut déjà avoir initié sa transformation en tant qu'indépendant parce que finalement, si tu n'es pas encore à ce step-là, si tu es encore en réflexion, est-ce que l'IA peut vraiment encore t'apporter quelque chose en quelque sorte, il faut déjà quand même avoir son activité et entre guillemets son expertise pour pouvoir déjà un petit peu se servir de l'IA, ou est-ce que tu as déjà eu des cas de figure où des personnes se lançaient complètement et qui utilisaient justement ce type d'outil? Bah, tu vois, j'ai animé des masterclass, dédiées à, prendre en main ChatGPT, en live avec, mes prompts et ma méthode, pour, travailler son positionnement de freelance et des gens, qui n'avaient jamais testé d'utiliser, ChatGPT comme ça, juste en rentrant les informations que je leur ai dit de rentrer dans les trous du prompt, ils ont eu, des super résultats. Et j'ai créé un GPT aussi pour guider, les freelances dans leur réflexion. Et donc le GPT, les instructions que je lui ai données, c'est de poser telle question à tel moment. Tu ne donnes pas de résultat à telle question tant que tu as pas la réponse à telle autre question. De sorte qu'on est sûr d'avoir quelque chose de, un cheminement, un chemin de fer sur la réflexion qui est accompagné, mais par l'IA. Donc en fait, avec l'IA, vous allez pouvoir devenir autonome sur plein de choses et parfois il suffit, d'avoir les bonnes réponses, à intégrer au bon prompt pour, débloquer un truc, avoir un déclic en fait. L'IA, c'est votre compagnon pour brainstormer sur des choses, pour vous apporter un autre regard sur, vous-même, un complément, de connaissances, sur un sujet, sur lequel vous n'êtes pas le plus à jour. Donc non, il y a pas besoin, d'être avancé. Il y a des gens qui sont en salariat, qui envisagent de se lancer en freelance, qui devraient déjà profiter d'être dans cette situation de, je suis safe, j'ai un emploi à temps plein, j'ai certainement, plus d'heures, à ma disposition dans la journée, que ce que me sollicite, mon employeur me sollicite. Pardon, c'était pas très français. Mais, je peux utiliser ces heures pour commencer à travailler et à faire ce travail de, bah, tiens, je me pose des questions. Si je me lance en freelance, pourquoi je le ferais? Et ce serait quoi les indicateurs que j'ai réussi, avec, à comment on dit, que je suis parvenue à réaliser mes objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et donc une fois que j'ai ces indicateurs, j'ai de quoi, suivre ma progression, une fois que je me lance en freelance et prendre des décisions. Et donc ça, c'est des choses qui dépendent de vous. Et après, juste vous utilisez l'IA, pour vous challenger, pour vous apporter, un gain de temps, sur des choses, chronophages ou un gain, de, justesse sur des choses sur lesquelles, vous n'êtes pas au point. Il y a une étude qui a été menée, sur les consultants utilisant ChatGPT aux États-Unis, par Boston Consulting Group et qui dit que, les consultants les plus performants d'une entreprise, cobaye, ils avaient gagné en qualité, de travail de 12 en travaillant conjointement avec ChatGPT et que les employés qui étaient sous-performeurs avant ChatGPT avaient eu un gain, eux, de 40 sur la qualité de ce qu'ils délivraient. Donc en fait, c'est pour vous dire que, même si vous n'avez pas les compétences, je ne sais pas me vendre, je ne connais pas le marketing et cetera, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des résultats intéressants à mettre au service de vos objectifs, si vous abordez avec les outils de la bonne façon. C'est hyper intéressant. Et donc effectivement, le step, lancé, pas lancé, dans tous les cas, il y a un gain de productivité qui est réel. Tu parlais également d'un deuxième pilier qui est l'aide dans la stratégie qu'on mène en tant que freelance. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment l'IA t'accompagne là-dessus? Bah, en fait, c'est ce que je disais sur, le fait de se questionner, tu vois? Toute bonne stratégie, elle commence par, se fixer des objectifs, hein, si on vous partage un brief, freelance et qu'on vous dit pas, pourquoi vous travaillez, bon, c'est difficile d'être sûr que vous allez dans la bonne direction. Voilà, en marketing et sales, on s'attache aussi beaucoup au persona, le client cible, à qui ça s'adresse. Donc, en fait, quand on est freelance, bah, on est entrepreneur, on est son propre, CEO, on est son propre CMO, on est son propre CTO, on est son propre, responsable administratif, responsable financier. Et donc on n'est pas tous, égaux sur ces sujets, hein. Moi, la partie administrative, c'est mon cauchemar, personnel. Donc c'est pas grave. Avec l'IA, et dès lors que vous savez ce sur quoi vous avez une marge de progression et ce sur quoi vous devez progresser pour réaliser vos objectifs, vous allez pouvoir composer avec,
soit des automatisations, soit de l'IA, soit déléguer à quelqu'un qui fait ça mieux que vous. Et parfois, budgétairement, l'IA, c'est quand même le truc le plus accessible, quoi. Plutôt que de faire appel à un freelance expert marketing qu'on ne peut pas toujours s'offrir. Donc, pour revenir au sujet du persona, c'est l'un des sujets sur le bootcamp que j'anime, on consacre les 6 premières semaines à sa stratégie freelance. Sur 12 semaines, on consacre 6 semaines à ça. Parce que, oui, il y a des prompts qui vous permettent d'avoir des pistes comme ça, mais pour trouver le truc qui est juste pour vous et ça prend du temps de se poser les bonnes questions, puis d'avoir certaines intuitions et en fait, en découvrant autre chose, en ayant les réponses à telle autre question, en fait, ça revient un peu challenger ce qu'on avait fait avant. Et donc la stratégie, c'est du back and forth et de l'itération, en fait. Il y a jamais une stratégie qu'on va vous communiquer, même un freelance très bon stratège, il va vous donner une stratégie et ça va jamais être la stratégie comme ça, genre pour le reste de votre vie, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et un prompt ChatGPT, c'est pas non plus comme ça que ça marche. Vous avez des résultats, vous allez dire voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me plaît moins. Je lui réponds, je lui explique, il me répond et c'est comme ça qu'on affine. Après, c'est bon, j'ai testé pendant 3 mois cette stratégie qui me paraissait correcte. J'ai surveillé mes indicateurs de performance. C'est une démarche vraiment de toute personne qui est responsable de la stratégie. C'est monitorer et suivre les indicateurs de performance pour savoir là où j'ai été bon, là où j'ai été moins bon. Et du coup, je sais exactement sur quoi porter mes efforts par la suite. Donc, c'est ça, travailler sa stratégie business. Et par contre, pour prendre des décisions, pour savoir, bon, OK, là, je vois que mon indicateur de performance, il est bas, mais j'ai l'impression d'avoir tout fait bien. Donc, je vais juste dire à l'IA, voilà tout ce que j'ai fait pour progresser sur cet indicateur-là. Et à l'heure actuelle, voilà les résultats que j'ai. Et agis comme un consultant en stratégie business, expert des freelance tech comme moi. Et donne-moi ton avis sur les pistes que je n'ai pas explorées ou les choses que j'aurais pu faire mal et qui expliqueraient le fait que je n'ai pas progressé sur cet indicateur. Et c'est bien parce que ça vous force à être objectif. Des fois, on fait des petits arrangements avec soi-même quand on est freelance, quand on est seul face à sa stratégie. C'est genre, bon, ça me fait plaisir, ça, j'ai envie d'y consacrer du temps. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour votre business ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est plaisant pour vous? Et donc, vraiment, voilà, avec l'IA, vous devenez un peu plus autonome dans le fait de faire certains arbitrages et le fait de devenir plus créatif sur les solutions à explorer pour résoudre vos problèmes. C'est vrai que c'est vrai que l'IA, à la fois a cette faculté de t'apporter des solutions vraiment complètes et comme tu disais sur des sujets de stratégie, mais c'est vrai que ça peut être aussi assez froid, hein. C'est sûr que sur de la data par exemple ou sur des ressources, tu es vite confronté comme tu disais à tes à tes travers ou à tes manques en stratégie, quoi. Et C'est sans encore, doute il paraît que ChatGPT est plus empathique que certains médecins, d'après des tests, à l'aveugle. Ouais, donc comme quoi. non, non, mais c'est clair. En parlant justement un peu de forme, l'un des points aussi sur lesquels ChatGPT ou l'IA en général s'impose de plus en plus, c'est sur la création de contenu. Je pense d'ailleurs, et t'en parlais, c'est c'est le troisième pilier finalement, c'est d'ailleurs, à mon sens, hein, pour moi qui était un peu néophyte quand même sur la question, peut-être là où l'IA a fait ses premières marques. Ouais. Finalement, c'est comment par exemple, l'IA peut remplacer un texte journalistique ou comment tu peux réussir à développer ton contenu sur la forme de quelqu'un et le copier là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus et à quel point ça aide tes freelance tech justement dans cette création de contenu? Alors, déjà pour les freelance tech, est-ce que vous en voyez beaucoup qui postent des contenus, sur les réseaux sociaux? Vous en connaissez beaucoup qui prennent la parole, qui, heu, créent des articles de blog, des newsletters? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est une minorité? Voilà, on connaît la réponse. Et d'ailleurs, c'est commun sur tout le web, il y a que 4 des utilisateurs qui créent du contenu. Donc, c'est vrai qu'à l'ère de l'IA, créer du contenu, déposer du contenu, sur Instagram, sur LinkedIn, ça devient plus facile. L'enjeu, ça va être de faire du contenu impactant, du contenu qui vous permet, d'avoir des résultats par rapport à vos stratégies, à vos objectifs. Donc je vois beaucoup de gens, qui postent des choses sur LinkedIn. C'est très évidemment écrit intégralement par ChatGPT. Ces gens-là ne postaient pas ou peu et d'un coup, ils postent des choses extrêmement, formatées ChatGPT. Et alors comment on reconnaît un post qui a été écrit par ChatGPT?
les bullet points avec un emoji au début, 2 points majuscules, une phrase, un truc immense, assez difficilement digeste. Donc ça, c'est le style ChatGPT qu'on reconnaît et surtout, être freelance tech, ce n'est pas que blablabla, mais c'est surtout blablabla. Alors ça, c'est la punchline ChatGPT. Si vous voyez ça dans un post LinkedIn, c'est ChatGPT. Donc moi, ChatGPT, c'est à la fois une découverte qui a bouleversé plein de choses dans ma façon d'appréhender plein de sujets, qui m'a motivée à lancer mon bootcamp. Mais sur le sujet de la création de contenu, c'était imparfait au moment où je créais les prompts et le contenu du bootcamp. C'est le sujet sur lequel je disais aux freelances, bon, vous utilisez ChatGPT pour la base, mais vous réécrivez tout dans votre style, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir des choses dans le style ChatGPT. Et on avait beau lui fournir des exemples de notre style d'écriture, les résultats n'étaient pas ouf. Jusqu'à ce que je rencontre Claude 3. Et alors là, non, vraiment, en fait, moi qui aime bien écrire, finalement, j'allais plus vite en écrivant directement sans passer par ChatGPT, mais ça me prenait quand même 3/4 d'heure pour trouver la bonne tournure. Voilà, je suis un peu perfectionniste, donc c'était pas génial d'y consacrer autant de temps. Surtout quand je me suis mis le challenge pour promouvoir le bootcamp de poster tous les jours du contenu de qualité sur LinkedIn. Donc c'était quand même un challenge. Et là, avec Claude 3, je lui fournis 3 exemples de posts que j'ai rédigés et je passe plus que 15 minutes à 10-15 minutes à affiner et réécrire. Donc on est sur quelque chose qui est très proche de mon style. C'est vraiment des petits ajustements. J'ai une amie qui a un style très personnel de copywriting, qui le teste dans ses missions où elle doit faire du copywriting à partir de textes qu'elle a écrits, et il est capable de sortir des blagues. Je dis, mais c'est toi qui l'as écrit ou c'est lui? Et c'est lui. Donc Claude 3, pas disponible en France à l'heure actuelle, mais vous pouvez le tester via ce petit outil que je vais vous partager. Alors je le partage dans le chat. Oui, Alice le partagera chez nous. Faire le relais. Donc il y a un onglet qui s'appelle Direct Chat et vous pouvez sélectionner tout plein de modèles d'IA différents, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, pour ceux qui ont un peu suivi. Et donc vous pouvez sélectionner Claude Opus si vous testez Claude 3, et vous allez voir que sur le rédactionnel et sur plein d'autres choses, il est vraiment très très bon. ChatGPT est un peu victime de son succès à l'heure actuelle. En fait, il était bien meilleur à son lancement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a même qui disent qu'il est devenu feignant. Et ça, c'est parce que ces IA génératives, elles dépendent du hardware, en fait, des GPU qui sont disponibles pour procéder toutes les requêtes qui leur sont adressées à un instant T. Et donc, en fait, ChatGPT, il procède des millions, des milliards de requêtes à chaque instant. Millions ou milliards, vous me corrigerez. Et donc, forcément, ça fait un petit goulot d'étranglement et il va commencer à être un petit peu plus économe dans ses réponses, dans la qualité, dans le temps qu'il va consacrer à vous faire des réponses. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire des benchmarks sur certains use cases où vous avez vraiment un besoin récurrent, de ne pas hésiter à tester d'autres IA. Pour l'instant, moi, c'est Claude 3 ma préférée du moment. Alors, via l'outil que je vous ai donné, il n'y a pas possibilité d'avoir l'historique des conversations, etc. Peut-être avec un VPN, vous pouvez utiliser Claude 3. Moi, je n'ai pas testé. Donc tout ça pour vous dire que ça bouge super vite l'IA. J'ai produit le contenu du bootcamp courant décembre avec mes cobayes. Je le mets à jour régulièrement en fait, parce que ces petits trucs qui me dérangeaient, de dire ça c'est pas parfait, ils y passent encore trop de temps alors qu'ils n'ont pas envie et qu'on est là pour leur économiser. Ah bam, là il y a Claude 3, bam, on remplace. Et d'un coup c'est plus que 10 minutes. Et ça on aime bien. Et donc tout ça bouge très vite. Et j'ai un peu perdu le fil de pourquoi je suis en train de... Ah, mais on parlait de création de contenu. Ouais. Création de contenu. Alors oui, il y a la partie rédaction, il y a la partie structuration, de dire, bon, mon objectif, c'est d'avoir plus de missions. Je suis développeur iOS. Donc, le contexte que je peux lui donner, c'est qui je suis, mon client cible, mon style d'écriture, mais aussi, on peut lui fournir, et ça, c'est ce qu'on fait dans le bootcamp, les bonnes pratiques pour structurer un post. Commencer avec quelque chose pour capter l'attention, un développement pour ne pas perdre la personne qui lit, un call to action à la fin. Donc, le fait de structurer ça, ça va faire partie du prompt pour être sûr que le résultat, il est optimisé pour des conversions, pour inciter les gens à commenter, partager leur avis sur un sujet.
Et en fait, nous, on vous aide à être stratégique dans le type de post que vous faites en vous expliquant que, en fait, poster pour poster, c'est gentil, mais à l'ère de l'IA, c'est pas très utile. Il vaut mieux poster un truc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur une fois par semaine, plutôt qu'un post pour dire j'ai fait mon post et je passe à autre chose. Perdez pas votre temps. Donc, vous avez plein de choses intéressantes à raconter. Et pourquoi on crée du contenu? Pour prouver qu'en tant que freelance, on est capable de résoudre vos problèmes, les problèmes de votre cible, avant même d'être dans la même pièce qu'eux ou en meet avec eux. Et si vous arrivez à ça via vos contenus, vous allez déclencher des prises de contact de personnes qui sont conscientes d'avoir un besoin, que vous êtes en mesure de répondre à ce besoin, et ils n'ont même pas encore formulé l'annonce de bon, j'ai besoin d'un freelance là-dessus. Souvent, c'est long, pour ça, pas mal d'entreprises, c'est long d'arriver à là, il nous faut un freelance, à je mets en ligne une annonce. Et si vous arrivez à dépasser par la droite tout le monde parce que vous avez fait des posts LinkedIn qui prouvent à votre réseau à chaque instant que vous êtes la personne à contacter quand vous avez tel type de problème à résoudre, non seulement votre réseau va vous taguer quand quelqu'un dit bon, là, j'ai peut-être un besoin d'un développeur iOS, vous connaissez quelqu'un. Votre réseau, il ne connaît pas nécessairement 36 000 développeurs iOS qui prennent la parole sur ces sujets et qui leur ont fait découvrir des choses, même si ce n'est pas leur sujet de prédilection. Et donc, on ne se parle pas de faire des posts LinkedIn à 400 likes, 1000 partages. Ça, c'est des vanity metrics, on s'en fout. Moi, je ne fais pas 400 likes sur mes posts. Genre, je parle à une audience qui sont les freelance tech en ce moment, dans le cadre de la promotion du bootcamp. Et donc, sur mes 7000 contacts sur LinkedIn, je n'ai pas 7000 freelance tech. J'ai beaucoup d'entreprises aussi. Donc, je fais le nombre de likes que je fais. Mais par contre, ça ne passe pas inaperçu. Vous voyez, il y a la partie visible, les likes, les commentaires. Et il y a la partie invisible. Il y a les gens qui vont mémoriser votre contenu, qui vont commencer à vous apprécier, avoir l'impression de vous connaître. Il y a les gens qui vont bookmarker des choses, qui vont l'envoyer à un copain. Il y a ceux qui vont regarder votre vidéo jusqu'au bout ou swiper sur votre carrousel. Donc, en fait, poster, c'est vous donner matière à évaluer qu'est-ce qui a résonné avec votre audience cible. Même si c'est 10 likes au lieu de 5, même si c'est 30 likes au lieu de 15, même si c'est 5 commentaires au lieu d'un, c'est genre, ah tiens, tel sujet, je touche du doigt un truc intéressant. Et donc ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait d'être stratégique et de monitorer tout ce qu'on fait. Et donc, voilà ce à quoi sert le bootcamp, c'est-à-dire de faire un pas à pas, de dire, bon, semaine 1, je me pose telle question avec tel prompt et je rentre les résultats dans mon Notion, dans mon Word, de sorte que je l'utiliserai dans mes prompts plus tard. Semaine 2, c'est le client cible. Semaine 3, c'est ma valeur ajoutée. Semaine 4, c'est quoi mon positionnement le plus mémorable, le plus lisible, le plus compréhensible, plutôt que de dire, je peux tout faire pour tout type d'entreprise. C'est quoi l'angle d'attaque, le pied dans la porte qui va m'ouvrir toutes les opportunités par la suite parce que j'aurais eu cette opportunité de parler ce que je fais et de devenir l'interlocuteur privilégié sur tel sujet pour tel type d'entreprise. Donc, le sujet du positionnement, il est essentiel. Et se positionner, ça ne veut pas dire se spécialiser. Souvent, il y a une confusion. Il y a des freelances généralistes, il y a des freelances spécialistes. Et il y a cette espèce de débat dans le freelancing de il faut se spécialiser, il faut être généraliste. Alors, à l'ère de l'IA, c'est difficile de se vendre comme généraliste, à moins que vous cibliez des entreprises qui cherchent des couteaux suisses parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une équipe large. Donc, ces compétences de généraliste qui sont très valorisées dans le salariat et dans ce type d'entreprise à taille réduite, à l'ère de l'IA, ça va être difficile de les valoriser. Donc, vous pouvez avoir un positionnement qui va valoriser un aspect. Ça peut être, tiens, moi, je suis l'expert marketing pour les petits commerces de Brest. Vous envoyez 36 000 sur LinkedIn, je ne crois pas. Je suis le développeur iOS pour les acteurs de la livraison. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Se choisir un créneau, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'être généraliste, mais c'est juste que vous allez arrêter de vous battre avec tout le marché du freelancing. Et c'est en ça que c'est important. C'est hyper complet. C'est hyper complet. Pardon. Non, mais t'inquiète pas, mais du coup, c'est bien. On est aussi arrivé sur la création de contenu et ses conséquences. Et c'est vrai que c'est hyper important. Alors, je crois qu'il nous reste que quelques minutes. Oui. On va évidemment parler de ton bootcamp, reparler de ton bootcamp avant la fin de l'émission. Alors, j'avais demandé, moi justement, on en parlait tout à l'heure, j'avais demandé à ChatGPT justement ce que je pouvais poser comme autre question aujourd'hui. Généralement, il y a quand même, et je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus, il y a toujours une question fondamentale, très grand public au niveau de l'intelligence artificielle, c'est plutôt autour des risques qui sont liés. Alors là, on en a déjà un petit peu parlé sur notamment la création de contenu, sur le gain de temps, mais dans la contextualisation qu'il faut amener pour pas que
pas que l'IA se trompe finalement. Est-ce que toi, alors au-delà de te poser la question de qu'est-ce que tu vois comme risque, qu'est-ce que tu vois également comme faux risque, c'est-à-dire des éléments qu'on transmet comme ok, faites attention absolument là-dessus, qui finalement pour toi sont un peu des faux problèmes liés à l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu voilà, j'aimerais qu'on conclue un peu là-dessus si ça te va, mais terminer Ouais, sur ces deux aspects-là, à la fois ce qui vraiment, ce sur quoi il faut faire attention, je pense notamment aux données personnelles par exemple, oui. ou des choses comme ça, mais également ce qui sont pour toi des faux problèmes liés à l'IA. Bah, oui, il y a plein de problèmes, liés à l'IA. Oui, l'impact environnemental sur la génération d'images, l'impact, éthique de, est-ce que ça va voler des jobs? Est-ce qu'il y a des humains, qui vont plus servir à grand chose? Bon, il y a des impacts effectivement, il y a des sujets de sécurité, de confidentialité des données. Moi, le sujet sur lequel, je préfère m'attarder aujourd'hui, vu notre sujet, c'est le sujet de l'IA va nous remplacer. En fait, toutes les innovations, je vous apprends rien, si vous êtes dans la tech, des innovations majeures, il y en a eu. Il y a eu le no-code, il y a eu le low-code, il y a eu, voilà, toutes sortes de choses qui vous ont pas volé votre job, qui ont juste créé des nouveaux jobs, des nouvelles façons, de faire votre job. Peut-être consacrer, moins de temps à, refaire from scratch un truc que vous avez fait 50 000 fois, c'est pas plus mal, en fait. Donc, oui, l'IA, en fait, pour moi, vient atténuer la pénibilité de certains jobs et permet de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée, humaine, pour chacun. À l'heure actuelle, l'IA, elle est pas capable de vous remplacer. À l'heure actuelle, sur les plateformes de freelancing, comme, Fiverr, on voit même que sur des jobs de designer, ça a augmenté la demande, parce que des personnes qui avaient le sentiment peut-être de pas pouvoir s'offrir un designer, et ben, d'un coup, ils ont les moyens de s'offrir un designer IA, donc c'est un sujet qu'ils vont prendre un petit peu plus à bras-le-corps. Donc en fait, c'est juste un jeu de vase, donc c'est comme ça qu'on dit? Jeu de vase. Donc il y a certains jobs, oui, qui doivent évoluer. Les traducteurs, par exemple, c'est les plus impactés à l'heure actuelle sur les plateformes de freelancing. Mais, est-ce que les traducteurs, ils ont pas une autre valeur ajoutée qui est la connaissance d'une culture, de référence, la maîtrise de justement, le langage parlé, qu'est-ce qui est naturel, et ça, c'est des choses un petit peu plus, que l'IA va avoir un peu plus de mal peut-être à appréhender. Donc voilà, l'idée c'est, à l'heure actuelle, quelles sont les tâches, sur lesquelles il y a un risque que l'IA vous remplace? Donc ne vous spécialisez pas sur ces tâches, hein. Arrêtez les formations techniques, sur des choses que l'IA va faire ou commence à faire déjà, très bien ou aussi bien que vous. Concentrez-vous sur peut-être vos soft skills, les sujets, sur lesquels, bah, il y a pour l'instant, pas d'IA pour vous remplacer et sur lesquels vous êtes les meilleurs. Investissez à fond là-dessus. Donc, ça revient pas nécessairement à renoncer à faire d'autres choses, mais développer une petite spécialité, qui échappe à l'IA, c'est quand même pas mal. Ça peut être une méthode, une approche de travail, une réputation, du fait d'être un excellent manager ou des choses comme ça. Chacun va, finalement, appréhender le sujet en fonction de sa personnalité, de son parcours. Mais, ne partez pas perdant. Ne partez pas du principe que l'IA va vous remplacer. L'idée, c'est pas, de d'apprendre à utiliser l'IA dans l'objectif qu'elle vous remplace, mais plutôt dans l'objectif qu'elle vous complète. C'est un outil. Donnez-moi un marteau et je vais pas faire grand chose avec, hein. Demandez-moi de vous produire une app. Oui, sur le principe, les IA, elles peuvent produire du code, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi lui demander. Il va me donner du code et j'ai testé. J'ai testé, il m'a donné, bah tiens, vas-y installe, la console, machin. Bon, moi c'est pas mon sujet. Donc, enfin, au final, il y avait des bugs, j'ai pas su les résoudre, je suis passée à autre chose. Donc, bon, on va pas avoir, une armée de, développeurs qui s'improvisent développeurs avec l'IA. On va peut-être avoir juste des développeurs qui vont passer moins de temps à des choses, moins intéressantes et plus de temps sur des choses plus intéressantes. Et notamment, vous avez peut-être vu passer, cette semaine, l'outil redoutable qui s'appelle Devin, qui promet de remplacer les ingénieurs, les programmateurs. Donc regardez la démo, ça va bien vous faire peur. Mais en même temps, les fondateurs de Devin, ils ont en ce moment même des offres d'emploi, pour des programmateurs, des ingénieurs, sur leur site. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que l'IA va permettre d'aller plus vite sur des sujets de, bah, comment moderniser, l'infrastructure actuelle, peut-être, perdre moins de budget sur ces sujets-là et du coup, plus rapidement, pouvoir aller sur des sujets
plus innovant, plus excitant, plutôt que d'être sur du legacy, de la maintenance un peu relou. Donc, en fait, il va y avoir peut-être plus de projets simultanés qui vont pouvoir être menés dans les entreprises et donc besoin de plus de développeurs pour les mener. Oui, en s'appuyant sur l'IA quand ça fait sens. Après, chercher à utiliser l'IA pour utiliser l'IA, c'est juste une perte de temps. Voilà, donc juste identifier les cas sur lesquels il y a de l'efficacité, il y a une délivrabilité plus rapide et plus qualitative, et c'est tout ce qu'il faut se dire. Et bien effectivement, c'est bien. Aidez-vous de l'IA, ne vous faites pas remplacer par celle-là. C'est un peu le, c'est un peu le motto. Très bien. Mais écoute, je pense que c'était top de terminer sur ce petit mot. Avant qu'on conclue, Marie, déjà, je voulais remercier quand même les personnes qui sont intervenues dans le chat. Alors, il n'y a pas eu de questions, mais il y a eu des petits bonjours et des petites phrases, donc ça fait plaisir. Je voulais qu'on parle rapidement de ton bootcamp parce que tu as une deadline, il me semble. Je crois que c'est demain soir, c'est ça? Oui. Bah oui, alors hasard du calendrier, mais oui, on arrête les candidatures demain à minuit. Parce que bon, ça fait quand même 3 mois que j'en parle. Et puis qu'on démarre le 1er avril surtout, le 1er avril jusqu'au 30 juin. Alors, les questions fréquentes qu'on a, c'est combien de temps ça prend? Bah, ça prend en moyenne 4 heures par semaine, dont 2 heures seulement en live, les mardis et jeudis à 13 heures. Oui, vous pouvez le faire en remote selon votre time zone, ça peut être plus ou moins compatible. Ceux qui sont sur la côte ouest aux États-Unis, c'est plus compliqué. Voilà, l'essentiel, il est en asynchrone. Le contenu, vous l'avez à votre disposition. Typique du bootcamp, vous êtes avec un petit groupe de vos pairs. On va constituer des binômes de sorte que vous puissiez faire les exercices ensemble. On sera 2 mentors, moi-même et Emmanuelle, qui est aussi experte marketing et business, pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour vous réorienter sur les exercices de semaine en semaine. La semaine 6, on fait intervenir des experts externes du marché pour venir valider votre positionnement et vos offres, vous donner du feedback avant que vous commenciez à communiquer dessus. Et semaine 6 à 12, c'est vraiment, je commence à communiquer puisque j'ai optimisé tous mes supports de communication et je commence à ajouter les bonnes personnes à mon réseau de sorte qu'ils arrivent sur un profil qui est quasiment une landing page je sais comment les convertir grâce aux outils qu'on a mis à ma disposition. Donc voilà, chaque semaine, vous avez un prompt, une automatisation, parfois les deux, parfois un template Notion, vraiment pour vous mâcher le travail. L'idée derrière ce bootcamp, c'est les non-développeurs, ils ont le no-code. Les développeurs, ils vont avoir tous les outils qui leur permettent d'avoir des résultats sur leur stratégie business sans être marketeux, sans être commerciaux. Alors, je ne vous vends pas une formation de commercial, je vous vends un accompagnement pour développer des routines qui vont vous permettre d'être autonome grâce à l'IA et grâce à nos templates, dans le fait de prendre les bonnes décisions, faire les bons arbitrages pour mener votre carrière de freelance. Et le endgame, bien sûr, c'est d'augmenter vos tarifs parce que vous aurez trop de sujets entrants. Et si vous avez à un moment tellement de sujets entrants, c'est que vous êtes quand même sur un bon créneau. Et là, après, vous pourrez faire de l'apport d'affaires et développer un revenu complémentaire, passif, ce qui est plutôt agréable et ce qui est un peu ce dont on a tous un peu envie pour pas passer notre temps à vendre nos heures disponibles. Mais carrément, c'était d'ailleurs pas mal de sujets liés au petit-déj freelance, justement, l'utilisation du temps disponible. Le Dev Bootcamp, le lien vient de partir sur le Twitch, et puis évidemment, on le partagera également aux équipes. Donc demain soir, la deadline, n'hésitez pas à vous décider très rapidement. Oui, on prend un café avant si vous avez des hésitations. Je passe ma journée à faire des cafés aujourd'hui. Les gens, ils sont motivés là quand il y a une deadline. C'est clair, mais tu as raison, faut aussi positionner, puis ça démarre bientôt quand même. Ouais, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps ce matin. Je pense qu'on a beaucoup appris, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant que freelance et pour développer sa stratégie. Évidemment, pour en savoir plus, il y a les réseaux, comme d'habitude. Il y a ton LinkedIn, bien sûr, Marie Robin, si on veut te suivre. Les différents sites, effectivement, donc le Dev Bootcamp, je pense qu'on va commencer par là, et puis le site de Fleet Collective, Fleet F-L-E-E-T, pour ceux qui le cherchent sur Internet. Et puis, bien évidemment, les portails de Portalia et de Little Big Connection, qui sont partagés par Alice sur Twitch. Voilà, je voulais remercier également nos viewers, qui, une nouvelle fois, je pense, ont été très nombreux.
Et puis, bah, je vous dis à très vite pour un prochain petit déj et peut-être pour une prochaine intervention, Marie. Ah oui, avec plaisir. Plaisir partagé. Bah, écoute, merci à toi, merci à tous, et puis passez une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.